Salut tout le monde, la dernière fois je vous parlais de mes 17 dernières lectures en 17 minutes et là je n'ai que 9 dernières lectures à vous présenter et je vais tenter de le faire en 9 minutes ou moins tout en vous convainquant de les lire. Le premier livre que j'ai lu juste après L'Amie prodigieuse que je vous présentais à la fin de ma précédente vidéo où je présentais mes dernières lectures, c'est Lever de rideau sur Térezin de Christophe Lambert qui est publié chez Bayard. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en ai parlé dans la vidéo du prix des incorruptibles dont Audrey et moi sommes partenaires cette année. Mais voilà, c'est une histoire de théâtre pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un camp de concentration. C'est très fort, très émouvant, très intelligent, surprenant jusqu'au bout. Et je vous le recommande vraiment parce que c'est un roman qui parle de sujets durs avec émotion, mais surtout avec beaucoup de dignité et de finesse. Juste après, j'ai lu la trilogie Bleu, Blanc, Sang de Bertrand Puard dont les 3 tomes viennent de paraître en même temps chez Hachette le 12 octobre. Encore une fois, je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai fait une vidéo complète entièrement consacrée à la trilogie avec mon avis, avec une interview de l'auteur que je vous invite à aller voir. Mais de nouveau, pour faire court, voilà, on est en 2018. Il y a le frère du président de la République qui fait un discours parce que son frère, qui est président de la République, vient de décéder. Et au même moment, il y a un tableau de Justine Latour-Maupas, une artiste de la Révolution française qui est méconnue, qui est détruit sur une autoroute en France, et un autre qui est vendu aux États-Unis à des millions, voire des milliards de dollars. Voilà, toute la trilogie, ça va être de découvrir qu'est-ce qui lie ces 3 événements, quels complots politico-financiers, socio-économiques, enfin je sais pas trop, mais plein de choses. Il y a de l'action, il y a des personnages bien construits et attachants, il y a un rythme effréné mené d'une main de maître, il y a des réflexions sur notre société, sur la France telle qu'elle est, sur l'art qui tient une place hyper importante. Et c'est juste énorme, et si vous avez aimé Les Effacés, ou même si justement vous n'avez pas lu Les Effacés, qui est une autre saga de l'auteur que j'adore, je vous recommande très très vivement Bleu, Blanc, Sang. J'avais quand même entrecoupé ma lecture des 2 premiers tomes d'un autre livre qui est Laisse brûler d'Antoine Dolle, publié chez Exprime, il y a déjà un petit bout de temps. Ce roman est dans la sélection du prix La Voix des blogueurs que Tom du blog La Voix du Livre organise et je fais partie du juré des jurés une nouvelle fois cette année. C'est donc pour ça que j'ai lu ce roman et voilà, j'ai eu un avis d'abord déçu sur ce roman, puis vraiment bouleversé. Pendant une bonne partie du roman, si ce n'est la moitié, je me suis pas ennuyé parce que ça se lisait quand même bien, mais les personnages, je les trouvais un peu énervants, je trouvais qu'il y avait une espèce d'emphase dans l'écriture qui m'agaçait. Mais en même temps, c'est très bien écrit, c'est poétique, c'est finement ciselé, c'est vraiment du Antoine Dolle comme on l'adore. Mais là, je sais pas, ça ne passait pas. Et puis, Antoine Dolle, en tout cas, ses premiers romans, c'est vraiment des romans très très durs qui ensuite sont gagnés par la tendresse, par l'amour, par l'espoir. Et là, c'est vraiment ça, c'est un roman très très dur, mais une fois qu'on a passé ce côté-là, on s'attache aux personnages, on entre vraiment dans leur psychologie parce que Antoine Dolle développe des personnages très construits, très forts, très touchants. Et on finit par être bouleversé jusqu'au bout par leur histoire. Voilà, ça n'a pas manqué, j'ai fini Laisse brûler, mais vraiment j'ai été totalement immergé dedans. J'étais dans un jardin public à Toulouse et je me rappelle très bien, j'étais vraiment à fond dedans et j'étais bouleversé par l'histoire et du coup je vous le recommande, d'autant plus que le roman va bientôt être, il va arrêter d'être commercialisé. Du coup c'est vraiment dommage, donc je vous invite vivement à le lire et au moins à vous pencher sur d'autres romans de Antoine Dolle. J'en ai chroniqué pas mal sur le blog et c'est vraiment un auteur très très bon. J'ai ensuite enfin lu Harry Potter tome 5, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est pas celui que j'ai lu parce que j'avais emprunté celui de mon grand frère, mais celui-là c'est celui que j'ai trouvé d'occasion et il est trop beau. Comme on me l'avait dit, le tome 5 est beaucoup plus long, beaucoup plus lent, il se passe pas tellement de choses, il est pas ennuyeux comme on me l'avait dit. Moi je l'ai trouvé vraiment très prenant autant que les autres Harry Potter. Voilà, il est plus long, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Ce que je trouve vraiment, mais vraiment dingue avec Harry Potter, c'est que même dans un tome qui est long, il y a quand même une espèce de pouvoir addictif sur le lecteur. Genre le livre, tu peux pas le lâcher, tu as tout le temps envie de le lire, même si tu dois attendre quelqu'un pendant 1 heure, te taper des transports en commun ou ce genre de truc, t'es quand même limite content d'avoir ces moments-là à voler pour pouvoir lire. Et surtout, j'ai trouvé le dernier chapitre très fort, très émouvant, avec une ambiance mélancolique, même triste et très particulière que j'ai trouvé très très bien mise en place. Et du coup voilà, il m'a quand même laissé sur une note d'émotion à laquelle je m'attendais pas forcément et j'ai très très hâte de lire le tome 6.
Et comme c'était trop facile de lire un seul pavé qui faisait quand même presque 1000 pages, j'ai enchaîné sur un autre pavé qui faisait cette fois-ci 600 pages, et il s'agit de Broadway Limited de Malika Ferjuk qui est publié à l'École des loisirs. Encore une fois, c'est un livre long, et il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues qui se mêlent, et ce côté peut perdre, et il y en a qui l'ont pas aimé parce que justement, on peut se perdre parmi tout ça. Mais moi, je dois vous dire que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman, et c'est sans doute l'un des meilleurs livres que j'ai lu en 2016. Alors là, tu m'écoutes, non? Clairement, c'est un livre long parce que c'est un roman d'ambiance. C'est un roman qui pose une ambiance qui est celle des États-Unis à la fin des années 40 à New York. Je vous raconte le premier chapitre parce que j'adore parler de ce livre en commençant par raconter le premier chapitre. Donc on suit Jocelyn qui est français, il arrive aux États-Unis à la fin des années 40, donc là il débarque à New York, il fait nuit, il est tout seul, et il débarque dans la pension Giboulet qui est une pension exclusivement réservée aux filles. Et il est embêté parce qu'il fait nuit et qu'il aimerait bien avoir un endroit où dormir, et on lui a dit par lettre qu'il pouvait être hébergé dans cette pension. Sauf que celle qui dirige la pension est fan de soupe aux asperges. Et par miracle, la mère de Jocelyn a mis dans sa valise une soupe aux asperges qui a, je cite le livre, un goût d'hier et d'éternel. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et grâce à cette soupe, Jocelyn va pouvoir rester. On va donc suivre ses aventures d'étudiant en musicologie, ses aventures avec toutes les filles de la pension. Voilà, il se retrouve dans cet univers où il y a que des filles et un peu emporté par leur tourbillon, sachant que la plupart d'entre elles sont danseuses ou actrices et ont des rêves de gloire à Broadway ou ce genre de choses. Et voilà, on est dans un univers mais vraiment qui fait rêver, où c'est y a plein de références que j'avoue je connaissais pas, mais ça m'empêchait pas de saisir que c'était plein de références du théâtre, des comédies musicales, des trucs américains, et ça te met tout de suite dans une ambiance vraiment particulière. On y parle de Halloween, des endroits phares de New York, d'événements historiques, il est question de la guerre, de la ségrégation aussi en filigrane, mais tout ça c'est ni un roman sur la guerre, ni un roman sur la comédie musicale, ni un roman sur les États-Unis, c'est juste, ça vient dans l'histoire parce que voilà, Jocelyn est aux États-Unis, on raconte son histoire et du coup on passe par tout ça. Mais j'essaie de vous faire comprendre que c'est vraiment un roman qui vous plonge dans une ambiance immersive qui m'a énormément plu, et les personnages sont hyper attachants et j'ai adoré suivre chacun leur trajectoire. J'ai fini ce livre sur mon canapé avec une tasse de thé dans un plaid. Voilà, à la fin du livre, c'est Noël, c'était juste magique d'être dans cet univers, et quand j'en suis sorti, j'avais littéralement l'impression d'être ailleurs, et j'adore quand un bouquin me fait ça. C'est clairement un de mes nouveaux livres doudou, et décidément Malika Ferjuk, après 4 sœurs, m'écrit que des livres doudou. Après 2 pavés, je suis passé à quelque chose de plus léger puisque j'ai lu Louis Pasteur contre les loups-garous de Flore Vesco, publié chez Didier Jeunesse, et celui-là fait à peine 200 pages. Mais c'est 200 pages de pur régal. Vous vous rappelez sans doute que j'avais adoré De Cap et de Mots, qui est d'ailleurs également dans la sélection de 2016 du prix La Voix des blogueurs. Ça a moins ce côté surprenant, ça a moins ce côté original, ça a moins ce côté incroyable que De Cap et de Mots m'a fait ressentir, mais il n'empêche que Louis Pasteur contre les loups-garous reste un très bon livre que j'ai dévoré. On peut se dire, Flore Vesco, dans un univers historique, en l'occurrence Louis Pasteur, donc dans les années 1840 je crois, ça va pas coller. Mais en fait, elle s'amuse tellement de tous les mots scientifiques qu'on a l'impression d'être de retour dans De Cap et de Mots, avec ses néologismes, avec ses mots bizarres que personne ne connaît, avec ses mots originaux et alambiqués. Et du coup, c'est vraiment un régal de lire ça. Flore Vesco se met dans l'univers qui est celui des années 1840. Et pourtant, t'as l'impression qu'elle se met ce cadre-là strict et que dedans, elle trouve une liberté qui lui est propre. C'est pas réaliste de toute façon parce que Louis Pasteur va affronter les loups-garous. L'histoire rocambolesque, les personnages attachants, l'écriture inventive et toujours aussi vive font que j'ai vraiment adoré ce bouquin. Et je pense que c'est un bouquin de qualité, autant pour les plus jeunes, parce que c'est quand même un bouquin qui est plutôt destiné aux 8-12 ans, que pour les plus âgés comme moi, voire pour les adultes. Et ma dernière lecture en date, il s'agit d'un univers totalement différent, puisque je viens juste de terminer Le démon de la vie de Patrick Grinville, qui est publié aux éditions du Seuil. Alors ça commence sur l'histoire donc de 2 adolescents qui s'appellent Louise et Luc. Et en fait, ils sont ensemble depuis longtemps, et voilà, ils sont adolescents, ils ont 14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ils s'aiment profondément. Et en fait, il y a la mère de l'un qui trompe son mari avec le père de l'autre. Voilà, dès le début, il y a quand même une grande importance qui est donnée à la sexualité, à la sensualité, et tout le roman tourne quand même pas mal autour de ça.
Moi dès le début ça m'a déstabilisé parce que c'est un truc qui m'énerve, ça m'énerve en fait là que tout l'univers d'un bouquin soit dressé autour de ça. Et il y a aussi l'écriture que j'ai trouvé à la fois très très belle, très poétique, très travaillée, vraiment c'est bien écrit, on ne peut que le reconnaître, mais j'ai l'impression que c'est trop. J'avais presque l'impression des fois que c'était beau juste pour être beau, et qu'il y avait souvent des emphases ou des choses un peu extrêmes comme ça qui, moi, m'ont freiné. Je trouve que ça se modère à certains moments du roman, et il y a des passages qui m'ont vraiment touché, il y a des passages que j'ai vraiment trouvé très beaux, mais ça m'a quand même bloqué. Malgré tout, l'histoire m'a emporté. Il est question donc de ces deux adolescents, de leurs parents, de l'histoire de quelques personnages qui gravitent autour d'eux, mais également d'une autre jeune fille qui est un peu le point central de l'histoire, qui s'appelle Hélène et qui est une jeune fille, disons bien en chair, mais cette protubérance, cette générosité de chair et de forme crée beaucoup de fantasmes autour d'elle, et elle a une relation assez particulière avec un de leurs voisins qui est âgé, qui s'appelle Paul du Château, et qui lui-même a un tigre dans son château. Les personnages, je les ai trouvés vraiment attachants, c'est sans doute pour ça que j'ai réussi à aller jusqu'au bout du livre, ce que pendant un temps j'ai cru ne pas arriver à faire. C'est vraiment pas une narration et une construction classique. Des fois t'as des sauts en avant, des sauts en arrière. Je trouve que t'as une liberté et une originalité dans la narration qui m'a plutôt plu. La fin que j'ai trouvée finalement un peu plus classique dans sa manière de raconter m'a quand même bien plu, et je garde pas une note négative de ce roman, mais c'est pas non plus un roman qui m'a marqué et j'étais presque soulagé de le terminer. Mais il y a plus de place, où est-ce qu'il fallait que je le range? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai convaincu de lire les quelques livres que j'ai aimés, voire adorés. J'espère que vous avez eu d'aussi belles lectures que les miennes. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde. On est d'accord. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a pas empêché de vraiment beaucoup l'aimer. Et que je vous ai convaincu de lire. Oh.